Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Les jeunes, nouvelle cible de l'industrie du tabac. Le marché ne cesse d'innover pour attirer cette nouvelle clientèle. Dernier exemple avec la puff, cette cigarette électronique qui est prisée par les ados mais qui est une véritable porte d'entrée vers le tabagisme. Nous en parlerons avec le président de l'Alliance contre le tabac, Loïc Josserand. Après sa déconvenue en Leaders Cup, la Roca Team retrouve l'Euroleague demain. Les Monégasques se déplacent à Barcelone pour un rendez-vous au sommet. Impression dans ce journal. Brigitte Boccon-Pagès, marraine de la promotion 2022-2025 de l'Institut de formation en soins infirmiers. La présidente du Conseil national a été élue par les élèves eux-mêmes. Puis nous vous emmènerons visiter la dernière exposition de la collection de voitures de Son Altesse Sérénissime le Prince qui met en lumière des Porsche emblématiques. Un chiffre pour débuter ce journal et qui va sûrement en dissuader quelques-uns d'arrêter de fumer. 207 €, c'est le montant qu'un fumeur dépense en moyenne par mois pour ses cigarettes. Malgré cela, les consommateurs sont de plus en plus nombreux et le marché ne cesse de se diversifier. Cible désormais les jeunes. Avant d'aborder ce sujet avec le président de l'Alliance contre le tabac, Loïc Josserand, Fabien Bonilla est allé à la rencontre des fumeurs pour connaître leurs habitudes. Alors moi j'ai commencé tard, j'avais à l'armée. À l'armée, en 83. À l'école, les petits, les collègues ils commencent à fumer et on prend cette habitude, quoi. Et vous fumez depuis combien de temps? Depuis l'âge de 15 ans, je n'ai 33, donc ça fait déjà plus de 15 ans. C'est quand on est jeune, vous savez, on veut faire comme tout le monde. Voilà, donc on essaie, on fume pas tout le temps, et puis un jour, on n'arrive plus à s'arrêter, quoi. Est-ce que vous fumez? Si vous fumez, qu'est-ce que vous fumez? Alors bonjour, je fume la Joule en soirée essentiellement. J'ai déjà testé la chicha, tout ce qui est cigarette en soirée. Mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous fumez en fait? C'est plus pour le goût, mais c'est sans nicotine toujours. C'était la fête, c'était quand j'étais ado et dommage, je regrette. Et la cigarette électronique? J'essaye pas, ça ne m'intéresse pas. La vaporette, ça vous intéresse? Vous avez essayé? Je l'ai mais je sais pas, ça me fait tousser. Vous avez calculé le budget un peu de la clope par mois par exemple? Ça revient très cher, très très cher. Alors avec ça, on pourrait se faire un voyage à la fin de l'année, ou sinon plus. J'ai jamais fait le calcul, mais ça va coûter dans 200 € je crois par là. Ne faites pas le calcul, ça va faire mal. Bonsoir Loïc Josserand. Bonsoir. Vous êtes président de l'Alliance contre le tabac. On le sait, le tabagisme demeure un fléau grave et pourtant on dirait que tout est fait pour nous inciter à consommer. Comment expliquer cela ? Alors effectivement, nous sommes face à une vraie difficulté parce que et les derniers chiffres français nous montrent qu'on a une légère augmentation du tabagisme en France, à différentes classes d'âge et notamment et particulièrement chez les femmes. Mais tout ceci est aussi la volonté de l'industrie du tabac qui est derrière pour arriver justement à, je vais dire, hameçonner, prendre le plus vite possible et le plus tôt possible de jeunes consommateurs, parce qu'on sait très bien que les consommateurs jeunes d'aujourd'hui feront les clients fidèles des bureaux de tabac dans les années à venir et pour des décennies. Donc il en va de la survie de cette industrie, de piéger le plus vite possible les plus jeunes et en plus grand nombre pour s'assurer des clients fidèles sur 10, 15, 20, 30 ans. Faut-il s'inquiéter des alternatives proposées? Les cigarettes électroniques, les puffs par exemple, sont-elles aussi nocives que le tabac? Alors, il faut effectivement s'en inquiéter parce que ça a été montré de façon très nette par le Haut Conseil de santé publique et le ministère de la Santé français. On est sur, aujourd'hui, un produit d'entrée dans le tabagisme. Ces puffs, pour ne pas les citer, ces cigarettes électroniques qui sont en théorie interdites à la vente aux moins de 18 ans, sont effectivement faites et calibrées vraiment pour prendre les plus jeunes. On pourrait quasiment parler d'un prédateur pour la jeunesse, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va cibler les jeunes par l'aspect physique du produit, par les goûts proposés. Quand on voit des goûts litchi, banana, licorne. Alors licorne, j'ai découvert qu'il y a un produit, un parfum licorne. Je ne sais pas ce que peut sentir une licorne, mais j'imagine pas que ça sente forcément très très bon. Mais en tout cas, on est sur quelque chose qui va viser à attirer les jeunes, les attraper
pour les faire rentrer dans l'addiction à travers le rituel du geste, aller acheter le produit, le déballer, le porter aux lèvres, le manipuler. On est déjà dans l'addiction. Et on sait très bien, et tous les fumeurs le disent d'ailleurs, la manipulation fait partie de l'addiction. Et donc, on les attrape le plus jeune possible, le plus vite possible, pour que derrière, la sortie, de toute façon, on ne va pas consommer un produit goût licorne toute sa vie. On va passer derrière à quelque chose qui va être un peu plus adulte. Et le un peu plus adulte, ça va être du tabac. Oui, dans une enquête que l'Alliance contre le tabac a menée, 13% des adolescents âgés entre 13 et 16 ans ont déjà consommé de la puff. Tout à fait. On est sur ce travail original que nous avons mené. On est sur un produit qui est très bien connu des plus jeunes, très consommé par ces plus jeunes. Hein. Quand on considère que c'est un produit qui est arrivé sur le marché il y a à peine 2 ans, on a déjà 13% de consommateurs sur une classe d'âge qui est 13-16 ans, avec des débuts de consommation qui sont, et il n'est pas rare de voir des jeunes de 11-12 ans consommer ces produits-là. Et il faut arrêter de penser et de dire que ces produits-là sont faits pour sevrer les vieux fumeurs. Un vieux fumeur, il ne va pas aller acheter quelque chose qui ressemble à un stylo fluo pour se sevrer. S'il souhaite utiliser une cigarette électronique, ce qui est possible, il a à sa disposition des boutiques et tous les produits possibles qu'il peut préparer, qu'il peut acquérir. Il n'a pas besoin d'avoir un truc fluo marketé pour les gamins pour s'arrêter de fumer. C'est le marketing là, cible avant tout les jeunes et pas les vieux fumeurs qui ont envie de s'arrêter. Il y a suffisamment de moyens à disposition pour les vieux fumeurs, les anciens qui veulent s'arrêter, dans toutes les boutiques de vape notamment, pour trouver des solutions adaptées. Après, il y a d'autres moyens de s'arrêter de fumer, il n'y a pas forcément uniquement la cigarette électronique. Il faut prendre rendez-vous et contacter son médecin pour qu'il oriente et qu'il aide au mieux en fonction de chacun et en fonction des envies de chacun. On l'a bien compris, la puff est présentée un peu comme le dernier bonbon à la mode et pourtant c'est une véritable bombe à retardement. Quels sont les leviers de prévention ? Ouais, je pense qu'il faut déjà expliquer très convenablement aux jeunes ce que ça représente, que ça n'est pas, comme vous le dites, un bonbon, que c'est un produit addictif qui est fait pour les cibler, qu'il y a effectivement un danger pour eux qui est derrière de passer dans le tabagisme. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, il y a aussi une dimension auquel ils devraient être sensibles, ces jeunes, c'est la dimension environnementale. On est sur un produit qui est fabriqué à l'autre bout de la planète, qui va être utilisé quelques dizaines de minutes, une demi-journée, une journée peut-être grand maximum, et qui va, le plus souvent malheureusement, finir par terre. Et dedans, il faut bien voir qu'on a un réservoir qui contient des résidus dits liquides, une batterie au lithium, du plastique, un emballage qui là aussi on le voit régulièrement par terre, et tout ça finit dans la Méditerranée. Au-delà de la santé, de l'environnement, la consommation impacte aussi notre porte-monnaie. C'est le message que vous avez voulu faire passer à travers votre nouvelle campagne de communication. Le tabagisme est un produit, est une consommation qui effectivement, ça coûte cher. Et la volonté de porter et d'augmenter le prix du paquet est importante puisqu'on sait que c'est le principal levier qui va pousser à arrêter de consommer. Alors, il faut en même temps que ce levier soit utilisé de façon, j'allais dire, intelligente et que cette augmentation de prix soit pédagogique et surtout qu'elle soit programmée sur plusieurs années pour que les fumeurs puissent se dire « Ah mais oui, ça va augmenter, je le sais, si je ne veux pas payer le paquet 15 € en 2025, il faut que je m'arrête maintenant. » Ça a une valeur et cette valeur, peut-être qu'on peut la réinvestir dans quelque chose de plus convivial, de plus sympa, se faire plaisir, et sans forcément donner son argent systématiquement à l'industrie du tabac. Et on le rappelle, le prix du tabac augmentera à partir du 1er mars. Merci infiniment Loïc Josserand d'avoir été notre invité sur Monaco Info ce soir. Merci, au revoir. Et nous en parlions avec Loïc Josserand. Les mégots sont un véritable fléau pour l'environnement. 137 000 mégots sont jetés par seconde dans le monde. Depuis 2019, la mairie de Monaco a engagé de nombreuses actions pour limiter cette pollution. Elle poursuit son engagement encore aujourd'hui aux côtés de la SMA en installant de nouvelles bornes, des mégobox aux abords de plusieurs sites communaux. En basket, une semaine après l'élimination d'entrée en quart de finale de Leaders Cup face à Bourg-en-Bresse, la Roca Team retrouve les parquets demain soir à Barcelone. Monaco devra montrer un tout autre visage pour faire tomber les Blaugrana dans un choc entre deux équipes du top 4 d'Euroleague. Le reportage de Frédéric Elion sur des images d'Alexandra Marangoni.
Depuis que Monaco évolue en Euroleague, la Roca Team a battu tous les grands noms du basket européen. Le Real Madrid, le CSKA Moscou, les deux clubs d'Athènes, l'Olympiakos et le Pana, les deux équipes d'Istanbul, Fenerbahçe et l'Anadolu, ou encore le Maccabi Tel Aviv, tous, sauf un, Barcelone, 3e du classement avec 16 victoires pour 8 défaites cette saison. En 3 confrontations face au Barça, Monaco a toujours perdu, que ce soit en prolongation ou lors de fin de matchs serrés. Après l'élimination prématurée en Leaders Cup la semaine dernière, c'est une Roca Team revancharde qui se présentera en Catalogne vendredi soir. L'état d'esprit, c'est qu'on s'est entraîné très dur ces derniers jours. Tout le monde était très concentré et impliqué. Et on a eu une intensité qu'on a rarement vue dans la saison à l'entraînement jusqu'à présent. Il va falloir être très sérieux. Pour moi, je pense que c'est avant tout la défense. Arriver à les agresser. On a regardé en vidéo quelques matchs comme Valence, qui les avait pas mal mis en difficulté avec leur agressivité défensive. Et c'est un plan qu'il va falloir qu'on suive nous aussi et que tous les 5 gars sur le terrain soient très agressifs. Le calendrier est démentiel cette saison pour la Roca Team, avec régulièrement des semaines à 3 matchs. Mais pour une fois, coach Obradovic a eu 6 jours sans rencontre pour préparer ce choc face au Barça. It's not to prepare too much, it's more to regenerate, to recover, because there was visible, like mental and physical fatigue we have after so many games, and I mean even the previous game, with all importance, shows, like certain difficulties. We did some corrections, we found, the causes of, let's say bad presentation. For Barcelona, you don't need, special motivation. It's always the question how you're going to look, against, one of the best teams in Europe. If you see, clear plan, if you see, people are doing their job, here, then I think, we will have a chance. Tous les joueurs sont aptes pour cette belle affiche, pas de blessés. Le coach a aussi apprécié la montée en puissance de Jordan Lloyd, qui retrouve une condition physique optimale après sa blessure. Et ce match face à Barcelone sera à suivre en direct sur notre antenne à partir de 20h45. Intéressons-nous à présent à cette nouvelle exposition. La collection de voitures de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco met à l'honneur depuis peu des Porsche de légende. Fabien Bonilla, vous vous trouvez justement sur place pour nous faire une petite visite guidée de cette exposition. Avec plaisir, Émilie. Le Cercle des Amis de la collection de voitures du Prince a souhaité rendre hommage à la célèbre marque allemande à l'occasion des 75 ans de son anniversaire. Et nous sommes avec la directrice du musée pour nous présenter un peu tous ces modèles. Valérie, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette exposition ? Alors cette exposition, en fait, c'est une exposition temporaire sur un mois. Depuis 2017, la collection de voitures du Prince propose chaque année une exposition. On a commencé par l'exposition Bugatti, ensuite Ferrari et les voitures de rallye. Et effectivement, cette année, pour les 75 ans de la marque Porsche, nous avons organisé une exposition temporaire de Porsche. Il y a des modèles bien particuliers, il y a des voitures mythiques, j'imagine ? Oui, on a des voitures emblématiques qui sont prêtées soit par des collectionneurs privés, soit pour certaines du musée Héritage de Stuttgart. Et alors notamment, ici, vous avez une 908, une Porsche 908, c'est le châssis numéro 18. Elle a fait 2e au Grand Prix d'Autriche en 68 avec à son volant Hans Hermann et Kurt Ahrens. Et après, on va passer dans les années 70-72, où vous avez la 917 Spider et la 908 Spider, qui sont des voitures mythiques. Celle-ci a été pilotée par le pilote suisse Jo Siffer. Alors il y a des voitures à essence, mais il y a des voitures électriques également. Oui, effectivement. L'électrique et l'environnement, c'est un grand sujet cher aux souverains. Et donc TAG Heuer, notre partenaire montre officiel à la collection de voitures, nous a fait le plaisir de nous prêter cette formule électrique Porsche TAG Heuer. Donc c'est un modèle de 2020 avec la livrée de 2022. Voilà, Émilie, donc ces 12 Porsche exceptionnels à découvrir, avec en plus cette voiture électrique et le reste de la collection du Prince. Le Prince, d'ailleurs, qui viendra visiter et inaugurer cette exposition ce vendredi en fin d'après-midi.
Oui, le prince souverain lancera d'ailleurs officiellement à cette occasion l'association du Cercle des Amis de la collection de voitures. L'exposition 75 ans de voitures de sport Porsche est quant à elle à découvrir jusqu'au 20 mars. Dans un tout autre domaine, le Monaco Collectif Humanitaire s'est réuni dernièrement pour dresser le bilan de ses actions de l'année écoulée. En 2022, 51 enfants atteints de cardiopathies ont pu être suivis par le MCH. Au total, depuis sa création, cette chaîne de solidarité aura permis de prendre en charge 515 enfants. Cette réunion aura également été l'opportunité d'aborder les préparatifs du 15e anniversaire du collectif qui sera célébré à Dakar, au Sénégal, en juin 2023. Le diocèse de Monaco propose jeudi 2 mars un débat sur ce thème, la décroissance, une solution d'avenir. Plusieurs intervenants donneront leur point de vue lors de cette soirée qui aura lieu à l'Agora. Plus d'informations sur le site officiel du diocèse de Monaco. Brigitte Boccon-Pagès, marraine de la promotion 2022-2025 de l'Institut de formation en soins infirmiers. La présidente du Conseil national a été élue par les élèves eux-mêmes. Elle s'est rendue aujourd'hui à l'IFSI pour aller à leur rencontre. Le reportage d'Émilie Flamin, Alexandra Marangoni et Clélia Renaud. Aujourd'hui, à la tête du Conseil national, Brigitte Boccon-Pagès devient la marraine de la nouvelle promotion d'étudiants infirmiers. Un rôle évident pour elle, après ses 33 ans dans l'enseignement. C'est un rôle très précieux pour moi. C'est un rôle d'enseignement, de proximité avec les étudiants et je souhaite, au travers de moments communs, les suivre tout au long de l'année. Nous allons initier des séances de cours, si je puis dire, où nous allons nous retrouver dans une salle, tout simplement, et où nous allons partager sur des thèmes bien précis que nous allons déterminer ensemble. Un choix porté par la promotion, notamment par rapport aux valeurs de leur marraine. Tout ce qui était du coup le respect, la patience, vraiment les valeurs essentielles de l'hôpital et la santé qui est omniprésente. Pendant 3 ans, la marraine va accompagner ces jeunes dans leurs études, une mission importante pour ces étudiants. On attend son soutien et on sait qu'elle a des valeurs qui nous représentent, qui représentent notre formation future et d'avoir justement un échange, je pense, de proximité qui nous permettra justement d'entreprendre nos difficultés dans cette formation avec plus de sérénité et justement, du fait de son ancienne expérience dans l'enseignement, d'avoir des réponses à nos questions tout au long de notre formation. Les élèves de l'Institut de formation infirmier ont également été honorés d'une médaille de la part du Conseil national et de leur marraine. Brigitte Boccon-Pagès qui ajoute donc son nom à la longue liste des marraines et parrains des promotions de l'IFSI. Mardi prochain, l'Institut audiovisuel de Monaco propose la projection de Falstaff, un film de 1966 signé Orson Welles. Pourquoi ce choix et quelle est l'histoire de Falstaff ? Fabien Bonnier a rencontré Vincent Vatrican pour le savoir. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on parle d'un monument dans la littérature de Shakespeare, un personnage, le personnage comique de Shakespeare, Falstaff. C'est un film d'Orson Welles. Qui est ce personnage déjà pour les téléspectateurs, Falstaff ? C'est un bouffon ? Un bouffon. Ah, voilà. Un bouffon, mais comme tous les bouffons, si on gratte un peu, ils sont terriblement humains. Ouais. Alors, c'est un film assez complexe. Shakespeare, certes, mais ça n'est pas une seule nouvelle de Shakespeare. C'est plusieurs, oui, voilà, oui. C'est une compilation de nouvelles de Shakespeare. Donc, je crois que Falstaff est dans trois livres. Dans le 4e, il en parle, mais on ne le voit pas. Voilà, donc en fait, c'est du Shakespeare revu à la sauce Orson Welles. C'est un condensé. C'est un condensé, mais c'est peut-être le plus shakespearien des films d'Orson Welles, lui-même ayant déjà porté à l'écran plusieurs fois Shakespeare, 2 fois avant. Et au théâtre aussi. Et au théâtre avec sa compagnie au début de sa carrière. Donc évidemment, qui dit Shakespeare au cinéma dit Orson Welles. Après, il faut peut-être remettre dans le contexte de l'œuvre d'Orson Welles ce film, tourné en 65, sorti en 66.
une époque où Orson Welles est sans doute au fond du trou. À compter du milieu des années 50, la carrière d'Orson Welles n'est qu'une succession de projets avortés, de films débutés, jamais finis. Oui, ça se voit au niveau du budget d'ailleurs, c'est un petit budget. Il y a des batailles, mais on n'est pas dans du Ben-Hur. Hein. C'est pas Ben-Hur. C'est un film qui n'a pu se faire que sur la confiance d'un producteur espagnol. Le film a été tourné entièrement en Espagne alors qu'on est dans l'Angleterre du début du XVe siècle, dans plusieurs sites d'ailleurs, et comme vous l'avez dit, à l'économie. Mais en même temps, le tournage qui a été relativement long quand même, 4 mois, et beaucoup de pellicules imprimées, passe derrière par le montage, et le montage, c'est Orson Welles qui le réalise. On oublie sans doute, on dit Orson Welles, génie d'Orson Welles. Le génie d'Orson Welles, c'est aussi le génie du montage. Avec la rythmique. Exactement. Dernière question que je vous pose souvent, mais elle est importante. En quelques mots, pourquoi il faut aller voir ce film ? C'est un film rare d'Orson Welles. On présente souvent les mêmes films, plutôt de sa période hollywoodienne jusqu'à La soif du mal. Et puis on oublie un peu les films qu'il a fait par la suite. On avait montré il y a quelques années, il y a 2 ans je crois, Vérité et mensonge, qui est un film formidable qu'il a tourné en partie en France. Donc voilà, la carrière d'Orson Welles ne s'est pas arrêtée en 57 ou 58, mais a encore existé dans les années 60 par ce film et d'autres qui suivront encore après. Allons voir donc Falstaff. Merci Vincent. Merci Fabien. Falstaff est donc à découvrir ou redécouvrir ce mardi à 20h au Théâtre Princesse Grace. Ce journal est à présent terminé. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur vos prévisions météo. Bonsoir Yannick de Bever. Quelle est la tendance pour la journée de demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Ce vendredi sera encore bien nuageux avec un risque de précipitation dans la matinée. À partir de midi, le soleil, bien aidé par un léger vent d'est, s'imposera petit à petit au milieu des nuages. Côté température, prévoyez entre 10 et 14 degrés dans la journée. Ce vendredi 24 février, nous fêterons Saint-Modeste. Merci Yannick et merci à vous de votre fidélité. On referme ce journal avec les photos de Manuel Vitali qui vous emmène ce soir au musée océanographique, un lieu qui connaît une belle affluence en cette semaine de vacances scolaires. À demain sur Monaco Info. On vous promet d'ailleurs une très belle surprise. Excellente soirée à tous.